Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir j'ai le plaisir de recevoir Céline Laperto. Bonsoir Céline. Bonsoir. Alors je vous reçois pour ce livre qui s'appelle Les chemins d'exil et de lumière, qui est sorti le 4 janvier dernier aux éditions Viviane Ami. Avant qu'on discute toutes les deux de votre roman, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent vous poser des questions par l'intermédiaire de l'onglet Converser ou directement en commentaire sur la page Facebook. Et Frédéric se fera un plaisir de venir vous les poser en fin de rencontre. Comment ça va Céline? Très bien, merci. Alors vous êtes une autrice confirmée puisque c'est votre 7e roman, je le remontre, le 6e aux éditions Viviane Ami. J'ai envie de dire que les éditions Viviane Ami nous gâtent pour cette rentrée littéraire de janvier parce que nous avons reçu Odile Lefranc jeudi dernier, vous aussi. Là, vous revenez en force avec ce livre. Je vais vous laisser, comme à l'accoutumée, vous nous présenter ce livre. Vous avez 1 minute, top chrono. Alors, ce roman est un roman inspiré d'une ancienne élève que j'ai connue lorsqu'elle était en 4e à 18 ans. Hein. Ça reste un roman. Je me suis inspirée des premières années de sa vie, mais ça reste de la fiction. Elle a bien voulu me prêter, on va dire, les premières années de sa vie pour que je puisse vraiment m'inspirer de son parcours. Et ça a donné lieu à Karel. Karel, qui est une jeune Congolaise qui doit quitter son pays avec sa mère suite à des débordements de guerre. Elle arrive en France dans des conditions qui ne sont pas très humaines à la base. Elle va vivoter d'hôtel en hôtel avec un OQTF au-dessus de sa tête. Mais ce qui va sauver Karel, ce sont plusieurs choses. Les bonnes rencontres au bon moment, c'est-à-dire les institutions. Pour elle, c'est l'école parce que c'est une jeune fille qui deviendra une jeune femme très brillante, vraiment intelligente, et sa passion pour les arts, pour l'éloquence, pour le théâtre, c'est ce qui va lui ouvrir les portes en fait de la réussite, un vrai chemin, et c'est ce qui lui donnera aussi l'opportunité, je pense, d'être une bonne actrice, une bonne comédienne, parce qu'elle saura puiser aussi dans son vécu, dans sa profondeur, de quoi aussi alimenter son jeu. Et donc, c'est vraiment le parcours de l'exil, de ses traumas, mais aussi de la lumière, de ce qu'on peut en faire lorsqu'on a des passions et l'envie de s'en sortir, l'envie de vivre. Et c'est aussi l'histoire d'une maman qui, qui porte son enfant, qui se bat pour elle. Donc, c'est l'histoire de deux femmes, en fait, de deux femmes qui sont là l'une pour l'autre, et d'une mère qui assistera quelque part au triomphe de sa fille, en restant dans l'ombre, mais en étant très fière. Un résumé assez complet. Merci beaucoup, Céline. Alors, vous êtes une autrice engagée, encore une fois, à travers ce roman. Alors, vous, c'est la veine sociale qui jalonne tous vos romans, du début Oui, du premier, voilà. Ici, il est question donc de déracinement, oui. d'acceptation, de volonté, de dignité, de ténacité. Vous avez voulu ancrer, alors, vous avez eu une rencontre, puisque vous venez de l'expliquer avec Marlène, donc votre élève, donc, puisque vous êtes professeur de français. Oui. Mais moi, je voudrais qu'on revienne, voilà, je voudrais savoir comment on passe de professeur de français à autrice confirmée. Ben, je pense que je suis devenue enseignante pour deux raisons. Déjà parce que j'aime la pédagogie, j'aime vraiment la transmission. Et aussi parce que je crois que j'étais pas capable de faire quoi que ce soit d'autre. Je suis tellement littéraire jusqu'au bout des ongles. Je vis entourée de livres, je vis pour le livre. Et je crois que de toute façon, j'étais nulle en sciences, j'étais nulle dans l'administratif et je reste nulle dans l'administratif. Je crois qu'il ne me restait qu'à trouver un métier qui était de toute façon lié à la littérature parce que je suis bonne à rien d'autre, je crois. Oh, Vraiment, hein, je vous assure. Par contre, je pense, une bonne enseignante. J'aime la transmission, j'aime la pédagogie, que ce soit auprès de mes élèves ou auprès de mes stagiaires. J'anime un atelier d'éloquence depuis 5 bonnes années maintenant et je travaille avec des comédiens. Je suis par contre à l'aise dans ce que je fais et j'aime vraiment mon métier. Et l'avantage de ce métier, c'est qu'effectivement, il me laisse du temps pour ma passion, celle que j'exerce depuis bien plus longtemps que l'enseignement, à savoir l'écriture. Donc, ça m'a permis aussi de pouvoir allier les deux parce que si j'avais dû trouver un métier qui ne me laissait plus le temps d'écrire, je pense qu'il y aurait eu une fêlure dans ma vie. J'en ai véritablement besoin. Voilà, ça reste quand même
le rêve que j'ai pu réaliser, tout le monde n'a pas la chance d'être publié. Je suis très, 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 très loin de vivre de ma plume, mais j'ai quand même cette chance-là absolue d'être une romancière lue, publiée. Donc, c'est déjà ça, un rêve immense qui se réalise. Donc, finalement, j'ai la chance quand même d'exercer deux métiers que j'ai pleinement choisis, et ça, c'est pas donné à tout le monde quand même. Alors, il y a quelque chose où vous n'êtes pas nul, c'est l'écriture, puisque on le Oui, voit. Moi, je vous ai découverte avec ce livre, et je m'excuse de ne pas avoir lu les autres, mais je vais aller lire les autres. Il y a un truc, vous parlez de transmission, il y a quelque chose qui est très important dans votre écriture, c'est que vous nous transmettez les émotions. oui, C'est pas tellement oui. l'action, c'est les émotions. Et ça, je sais pas, il y a un truc spécial dans votre écriture. Est-ce que vous avez travaillé pour ça ou c'est inné, je ne sais pas. Mais est-ce que c'était une volonté de votre part que les émotions soient si présentes dans vos livres et que le lecteur comprenne tout et que ça découle de source par les émotions? Je crois que c'est instinctif. Je crois que c'est mon style à moi. Je pense qu'un écrivain devient véritablement un écrivain quand il a trouvé son style, le style qui lui correspond. Et mon style à moi passe par la profonde psychologie de mes personnages. Peut-être parce que j'ai tendance à réfléchir longtemps mes personnages avant de commencer à écrire. Et du coup, quelque part, ils deviennent des personnes, voilà, que je côtoie dans ma tête au quotidien. Et j'en fais vraiment le tour avant de commencer réellement à écrire. Et je crois que c'est vraiment ma manière d'écrire à moi. J'ai besoin d'explorer la profondeur psychologique de mes personnages. C'est pas tant l'action qui m'intéresse que l'intériorité de mes personnages. Si je me sers de ce qui les entoure, c'est vraiment pour explorer l'incidence que ça a sur eux, en fait. Et je pense que j'ai même pas fait exprès, mon style va avec ma façon d'être, je pense, ma façon d'habiter le monde. Et je suis une personne hyper émotive. Moi, à la base, ça, je ne vous le cache pas, moi, j'ai un trouble TDAH et je suis hypersensible. Et je pense que ça se ressent dans mes romans. Toute l'émotion, toute ma perméabilité au monde se ressent en fait dans l'écriture de mes personnages. Ce qui se ressent, alors, vous avez, là, il est question d'oralité, on va y venir, il y a l'éloquence, le concours d'éloquence. Oui, Moi, quand je vous ai lu, la première chose qui m'est venue, j'avais envie d'entendre votre voix. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie d'entendre votre voix. Et finalement, cette oralité qui est un peu brutale se ressent dans votre écriture qui est quand même très percutante. oui. C'est vrai que j'ai une oralité un peu brutale et je pense que ça, c'est aussi lié à l'enfance. Je pense qu'il reste toujours des choses de l'enfance. Moi, je suis issue d'un milieu ultra populaire, même d'une classe à la base, classe sociale très pauvre de la population. Et je pense que même si quelque part, comme dit Annie Ernaux, je fais partie des transfuges, j'ai gravi le fameux ascenseur social, je pense qu'il reste toujours quelque chose de l'enfance. Et moi, j'ai quelque chose d'un peu brut dans ma façon de parler, dans ma façon de m'exprimer. Et dans l'un de mes romans, j'expliquais que mon style était quelque part un savant mélange de l'étude et des décolorations de l'enfance. Et je pense que je suis, moi, quelque part à mi-chemin entre ces deux concepts-là. C'est que je suis une personne qui a étudié la littérature et qui a trouvé son chemin, qui a trouvé son chemin aussi socialement grâce à ça. Et en même temps, j'ai ce côté un peu brut de décoffrage qui vient de l'enfance et qu'on ne m'ôtera pas. Et je pense que les deux font un mélange intéressant qu'en tout cas, j'arrive à exploiter. Alors, quand je disais brutal, c'était pas péjoratif, c'est justement Ah ça non, apporte pas du tout. Moi, je beaucoup. l'assume. Hein. Ouais, ça apporte beaucoup au texte, du poids au Oui, texte, justement. Alors, on va revenir à Carrel. Donc, au tout début, le livre s'ouvre, elle est sur scène, elle joue Phèdre. oui. Pourquoi avoir choisi Phèdre de Racine, si c'est pas indiscret? Alors, il y a deux raisons. Déjà parce que Phèdre, c'est une de mes premières rencontres littéraires. Moi, je suis venue au contemporain très tard, hein. Enfin très tard, non, on va pas exagérer, mais par rapport à mon parcours de lectrice, assez tard. Moi, à la base, je jurais vraiment que par les grands classiques et j'ai dévoré les tragédies vraiment toute mon adolescence. Et quand j'ai découvert Racine, j'avais 12-13 ans, enfin même pas, ouais, 11-12 ans. J'ai lu vraiment des choses un peu trop adultes pour moi très tôt. Mais je pense que c'est ce qui a forgé mon style et j'avais une adoration pour Racine, j'avais vraiment une adoration pour Phèdre. Et il se trouve que l'un des sujets effectivement qu'on a eu à défendre avec Marlène quand on a passé les concours d'éloquence, c'était toute passion est-elle destructrice. Et ça a été
pour nous une évidence, puisque un début de discours, c'est ce qu'on appelle une narratio. Et il fallait trouver quelque chose. Et il se trouve qu'on a imaginé que Marlène arrivait sur scène en déclamant les vers de la déclaration de Phèdre à Œnone. Et ça a donné un truc magnifique, percutant. Et ça lui allait vraiment bien. Et en fait, elle et moi, bon, c'est vraiment une rencontre. On a des tonnes de points communs et on a ces points communs aussi de la lecture des beaux vers, des belles tragédies. Et j'ai trouvé que l'idée était formidable et que ça lui collait à la peau, en fait. C'était magnifique. C'est ce qui lui a ouvert, je pense, les portes de la finale. C'est quoi le déclic qu'il y a eu quand vous avez cette rencontre avec Marlène qui vous a marqué, ce qu'on peut comprendre, parce qu'elle a l'air d'être très brillante, cette jeune fille, pour passer à l'écrit et de vouloir en faire un roman? C'était quoi la ligne conductrice? C'était laisser une trace, dire qu'on pouvait s'élever. Alors, pour remettre dans le contexte, Karel, donc elle arrive du Congo, qui était en guerre, donc elle part avec sa mère, son père est lui ougandais, donc déjà il y a le déracinement. Elle arrive en France, et ce qui est dingue, c'est qu'elle va subir la misère humaine, mais pas en Afrique, là où elle habitait, mais en France. Est-ce que c'était ça que vous vouliez dénoncer à travers tout ce roman aussi, quelque part? À la base, c'était même pas partie de l'idée de dénonciation. C'est que plus j'apprenais à la connaître, plus j'en apprenais sur elle, plus elle m'inspirait, plus je sentais des mots, des phrases venir. Je sentais vraiment qu'elle m'inspirait et que j'avais envie de parler d'elle parce qu'elle était brillante. Je connaissais un peu son parcours et je me disais, et je me retrouvais en elle. On en parlait beaucoup toutes les deux, puisque moi j'ai connu aussi un parcours un peu compliqué, pas d'un pays à un autre, mais d'une classe sociale à une autre. Et on sentait toutes les deux qu'on avait des tonnes de points communs. Et à partir de là, je lui dis, raconte-moi un peu ton histoire. Et plus effectivement elle m'en apprenait, plus là l'indignation a commencé à poindre en moi, à me dire, mais, ouais, mais comment c'est possible de traiter les gens ainsi, parce qu'elles ont quand même connu effectivement des vraies phases d'humiliation, avec heureusement de belles mains tendues, mais de vraies phases d'humiliation. Et à partir de là, je me suis dit, oui, j'ai vraiment envie d'écrire ça. J'ai vraiment envie aussi, dans une société où on pointe quand même, des fois on est un peu négatif, où on pointe les échecs, tout ce qui ne fonctionne pas. J'avais envie de montrer que, attendez, regardez aussi ce que ces gens qui arrivent sur le territoire de France, regardez aussi ce que ça peut donner. Regardez là, cette jeune fille brillante qui a un avenir incroyable en France et qui va apporter quelque chose à la France, j'en suis certaine. Je pense que Marlène a un destin, a quelque chose à donner. Et je pense qu'effectivement, avec ma plume, j'avais envie de participer à ça, quoi. Là, c'est vraiment une démarche, j'avais envie de mettre en lumière ce destin-là. Un hommage, quoi. Elle m'inspirait vraiment. C'est un hommage à Marlène, en gros. Ah oui, complètement, ouais. De son vivant, parce que Marlène existe toujours et elle a un parcours très brillant, hein, ce que vous Oui. me racontiez. Donc, déjà, il y a le déracinement. Elle est séparée de son père, donc du coup, il y a l'éloignement aussi. Puis elles arrivent là, donc elles arrivent à Strasbourg. Alors, vous êtes originaire de par là. Je ne prononcerai jamais le nom où vous enseignez, parce que je n'y arrive pas. Je vais vous laisser le faire. Filtigheim. Là, j'avais servi. Donc, elle va aller de foyer en foyer. Et c'est l'école, en fait, qui va je ne sais pas si on peut dire sauver, mais elle va avoir une vraie rencontre. Quand j'ai lu votre livre, on ne peut pas oublier de faire le parallèle avec ce film, on en parlait ce matin, Le Brio, avec Camilla Jordana et Daniel Auteuil, où aussi l'héroïne vient d'un milieu défavorisé, sauf que l'éloquence, on a toujours un raccourci, ça se passe toujours dans les milieux juridiques. Là, vous, c'est une élève, et là, on est dans le milieu scolaire. Donc déjà, c'est beaucoup plus rare. Alors qu'on se dit que l'éloquence, c'est apprendre à écrire. Et du coup, les mots deviennent une arme et une armure, quelque part. Moi, je l'ai pris comme ça. Oui, complètement. Ils deviennent la bonne serrure, finalement. Je pense qu'elle fait partie de ces personnes qui ont découvert peu à peu leur potentiel grâce effectivement aux mots. Je pense qu'en quatrième, Marlène, je pense que c'est là qu'elle a vraiment compris ce qu'elle vaut et que les mots lui ont ouvert tout un univers qu'elle ne soupçonnait pas. Clairement, j'ai vu, moi, sa métamorphose à ce moment-là. J'avais déjà, moi, une extraordinaire confiance dans les mots, mais en la voyant, elle, là, s'ouvrir, se métamorphoser, parce qu'on écrivait des discours, etc., j'ai vu à quel point elle se déployait, à quel point elle prenait confiance en elle grâce à ça.
là, effectivement, on peut dire le pouvoir des mots, quoi. Ne serait-ce que pour prendre confiance en soi, voilà, se regarder dans une glace et se dire, ah, mais en fait, bah, j'ai du talent, j'ai des compétences, je vaux quelque chose, et je pense qu'elle fait partie de ces gens, tout comme moi, j'en ai fait partie. À travers les mots et ce qu'on peut en faire, là, on se dit, ok, j'ai de la valeur, je vaux quelque chose. Et c'est les mots qui vont faire ça, effectivement. Le Alors, cadeau des mots. ce qui est dingue, c'est que donc elle va découvrir que finalement l'éloquence, ça va devenir son pilier et que ça va lui servir de levier partout, de réussite. Et pendant quand elle découvre ça, elle vit des choses un peu atroces puisqu'elle donc alors vous avez une description très précise, voire au scalpel, de tout ce qui se passe dans les foyers, puisqu'elle est ballottée, elle change de lieu. Tout ça, c'est compliqué, parce au début du roman, elle a 8 ans, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Et après, son succès, si on peut appeler ça un succès, c'est à l'âge de 15 ans. Mais entre-temps, il lui arrive plein de choses et on a l'impression qu'elle reste impassible. Et c'est là que j'ai envie de dire que transpire de votre écriture toute votre humanité, parce que c'est la vôtre, là, pour le coup, c'est votre écriture. Oui, 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 effectivement, c'est une forme, je dirais, de résilience avant l'heure, quoi. C'est être capable de transcender les épreuves, de ne pas jeter un mouchoir dessus en faisant comme si ça n'existe pas, mais être capable de vivre avec, quoi. De se dire, c'est pas grave, je vais trouver ma béquille, je vais la trouver quelque part, je ne sais pas encore comment ou instinctivement, mais être capable de se dire, d'une manière ou d'une autre, je vais les transcender, ces épreuves-là. Je sais pas, je pense que pour s'en sortir, il y a plusieurs facteurs, quoi. Il y a effectivement les bonnes rencontres au bon moment, des aptitudes et aussi une force intérieure, quelque chose qui nous appelle à survivre coûte que coûte, vraiment à se dire, quoi qu'il en coûte, je n'atteindrai pas la fameuse déréliction, quoi. Je ne toucherai pas le fond et il y a toujours un petit quelque chose qui fait qu'il y a une étincelle de vie, une lumière quelque part. Et Karel, mon personnage, bon, inspiré de Marlène, inspiré de moi aussi quelque part, hein, c'est un mélange de deux personnes, c'est ça, c'est cette étincelle de vie, c'est cette envie, malgré tout, même au plus noir, de se dire non, je vais y arriver. Et là, les mots, pour le coup, étaient là. Alors, ce qui est dingue, c'est que donc, vous abordez des sujets graves, mais c'est toujours lumineux. C'est jamais plomb. Alors, je vais utiliser des mots, c'est jamais plombant. Il n'y a pas de pathos. C'est très lumineux. Comme Karel, on se dit, mais finalement, elle sait qu'au bout du tunnel, il y a la réussite, il y a tout. C'est quand même dingue d'avoir toujours ce. Est-ce que vous en avez parlé avec elle quand vous avez écrit le livre? Parce que j'imagine que vous avez romancé, vous n'avez pas pris tel quel sa vie. Comment Oui, ça j'ai s'est beaucoup passé? romancé. Oui, Comment oui. ça s'est passé justement? Est-ce que vous lui en avez parlé? Oui, oui. Je lui ai dit tout de suite qu'elle m'inspirait, que j'avais envie d'écrire sur elle, parce que la première chose que j'ai faite, c'est de lui demander l'autorisation. Voilà, Ouais. j'estime que quand même, c'est la première marque de respect à avoir, c'est si on a envie d'écrire, en tout cas en s'inspirant de quelqu'un, la première des choses, c'est quand même lui demander. La première chose qu'elle a faite, c'est de me dire, je vais demander à ma maman, voilà, qui a donné l'autorisation, parce que sinon, ce roman n'aurait pas eu lieu de toute façon si elle ne s'était pas sentie prête à m'offrir le cadeau aussi de ses premières années, hein, en France, et à me parler de son parcours de migrante et comment concrètement ça se passe. Si elle n'avait pas voulu, je ne l'aurais pas fait. Ça, c'est clair, je lui ai demandé l'autorisation. Ensuite, effectivement, je lui ai fait lire, hein, au fur et à mesure que j'écrivais, parce que voilà, je lui ai dit, ce qui est bien avec Marlène, c'est que comme elle fait des études de littérature, elle est capable d'avoir cette distance, elle aussi, elle a compris que ça reste un roman, inspiré de sa vie, mais ça reste un roman. Il y a des choses où elle sait que c'est elle, etc. Mais justement, ce qui lui plaît, c'est qu'il y a quand même une distance qui fait qu'elle a quand même pris sur sa vie que ça reste un roman. Et elle était très, très fière. Très, très fière. Je me rappelle que le soir où elle l'a vraiment lu, mon téléphone a sonné, je crois, a vibré de messages toute la soirée où elle commentait tout un tas de passages. Et je sentais à quel point elle était émue et extrêmement fière de ce que j'avais pu en faire, en tout cas, de ce qu'elle m'offrait de sa vie.
Alors, il est très actuel ce roman parce que vous abordez donc la fameuse question des OQTF. Oui. Voilà. Vous aussi le CERFA, le fameux CERFA 12 753 étoile 02. Je peux comment Oui. exactement qui est la demande de naturalisation française. Tout ça c'est mis en filigrane et s'imbrique dans la construction parce que c'est important. Donc c'est tout ce parcours finalement de la régularisation. Ça c'est on Oui. a l'impression que c'est et on le voit à travers votre texte, c'est un chemin un peu de croix quoi. Je veux dire c'est pas facile Ah oui, oui. tout ça. Oui, c'est un vrai chemin, il faut montrer patte blanche, il faut montrer à quel point, on est motivé et cetera. C'est vraiment difficile, hein. C'est un combat qu'elle a mené, qu'elle mène encore, hein, parce que, Marlène, pour sa part, est régularisée, mais pas encore naturalisée. Elle a fait le dossier pour, elle est en pleine bataille pour. Et moi, je croise les doigts, mais de partout, parce que je ne vois pas qui le mériterait le plus, franchement. Mais c'est vrai que oui, c'est vraiment un combat incroyable, hein. C'est vraiment se jeter dans la bataille, hein. Alors, d'un point de vue technique, ça c'est votre partie romancière, comment se glisse-t-on dans la peau d'une mère et d'une fille? Parce que vous l'expliquez très bien dans les pages 40 à peu près, quand elles prennent l'avion, justement, elles ne se posent pas les mêmes questions. Comment vous avez Oui. fait, vous, pour vous glisser dans la peau de ces deux personnages qui ne se posent pas les mêmes questions, qui n'ont pas du tout le même recul par rapport au déracinement? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce qu'il y en a une qui a été plus facile que l'autre ou pas? Non, je crois que ça, là, pour le coup, on touche vraiment au cœur du métier de l'écrivain, qu'on a peut-être en commun avec les acteurs, les comédiens, c'est-à-dire la capacité à interpréter des rôles de composition. Voilà, tout comme je l'avais fait dans mon précédent roman où je me glissais quand même dans la peau d'un ministre pour la peine de mort, Oui. alors que j'y suis radicalement opposée, ou tout comme dans ce roman-là, j'arrive aussi à me glisser dans l'intériorité d'Abel, qui est quand même aussi assez déstructuré comme jeune homme. Je crois que c'est vraiment là qu'on sait si on est un écrivain ou pas, si on arrive à se glisser dans l'intériorité de chacun de nos personnages. Je crois que c'est Marguerite Yourcenar qui disait dans ses entretiens avec Mathieu Gallet qu'il faut être capable d'appréhender le fond commun de l'humanité. Le fond commun de l'humanité, c'est ça, c'est que malgré toutes nos différences de couleur de peau, de religion, d'origine, tout ce que vous voulez, il y a un fond commun dans tout être humain, d'émotions, de fluctuations, là, dans ce qu'on a dans la poitrine, qu'on a tous et qu'on peut donc aller chercher. Voilà, parce qu'on est tous fabriqués sur le même moule à la base. Et quand j'avais découvert vraiment ça, cette phrase chez Marguerite Yourcenar, vraiment appréhender le fond commun de l'humanité, je me suis dit, ouais, c'est ça le métier d'écrivain. C'est là qu'on touche au véritable métier d'écrivain. Si on est fait pour ça ou pas, c'est est-ce que je suis capable de me glisser dans l'intériorité de chacun de mes personnages, même des personnages qui sont très très loin de ce que je suis en fait. Sinon, je pense qu'on n'est pas tout à fait écrivain si on n'arrive pas à faire ça en fait, à s'extraire de notre peau et à se glisser dans l'intime, dans la psychologie de chacun des êtres qu'on invente. Est-ce que vous avez répondu à la question que vous avez posée à la page 101, qui est la suivante? Y a-t-il de la beauté dans la destruction? Ah, je pense que oui, personnellement. D'ailleurs, mon élève, qui n'était pas Marlène, qui était une autre élève, comme quoi c'est ça la fiction, hein, qui avait défendu ça, elle devait défendre le oui. Donc, on avait défendu que oui, il y a de la beauté dans la destruction. Elle avait parlé des incendies, etc. Et je pense que il y a de la beauté dans la destruction en ceci que quand on tombe, on se relève différent, peut-être détruit aussi, saccagé à certains endroits, à certains moments, mais on se relève. Il y a quelque chose de l'ordre de la noblesse et de la beauté à faire quelque chose de notre destruction et à se dire, ben, descendre là, j'ai quand même retiré quelque chose et je vais en faire quelque chose. En ce sens, pour moi, il y a de la beauté. C'est beau de se relever de sa propre destruction, bah, comme un phénix renaît de ses cendres, en fait. Il y a aussi une double relation dans votre roman. Il y a donc la relation de Carrel à sa mère, hein, Gisèle, mais il y a aussi la relation de Carrel et son professeur. Oui. Souvent, alors j'imagine que vous êtes très marquante pour Marlène. Est-ce que vous avez conscience que finalement, un prof de français, parce que vous êtes professeur de français, Oui. c'est le prof qui marque le plus. C'est ce qui revient chez les comédiens, chez les chanteurs. Il y a toujours une relation particulière avec le professeur de français. Comment vous l'expliquez ça?
Alors, je ne sais pas comment l'expliquer exactement. Après, c'est peut-être pas tous les professeurs de français, mais je vous rejoins là-dessus, sur le fait que moi aussi, j'étais marquée par des professeurs de français que j'ai eus, notamment au collège, dont l'un d'entre eux, qui est devenu un de mes meilleurs amis par la suite, qui n'est jamais sorti de ma vie, c'est pour dire. Mais effectivement, c'est peut-être l'apport de la littérature, la manière dont on en parle, qui fait qu'on les touche parce que du coup, on les laisse s'exprimer, on les laisse un espace d'ouverture. Moi, je sais que, par exemple, euh, là, en troisième, je traite des thèmes très forts, hein, même la peine de mort, puisque moi, je leur fais étudier Claude Gueux de Victor Hugo, et on mène des débats sur la peine de mort, et je crée des espaces de liberté où moi, je leur dis, allez, vous vous exprimez là, vous y allez, je vous laisse vous exprimer, je vous laisse être qui vous êtes, quoi. Et je pense que ça les marque dans le sens où peut-être que dans ces cours-là, il y a un espace de parole, d'émotion, de libération aussi de ce qu'on a envie de dire à un moment donné et qu'on ne trouve pas forcément dans tous les cours, par exemple pas dans les cours scientifiques, c'est sûr, c'est beaucoup plus cadré, alors que, en tout cas, moi, dans mes cours, il y a toujours un moment donné où je vais les laisser vraiment être eux-mêmes et s'exprimer. Et je pense que ça les marque, parce qu'ils n'en ont pas toujours l'occasion. Puis la littérature, c'est l'évasion aussi, j'ai envie de dire. Donc, vous leur C'est offrez une complètement ça. porte vers l'évasion quelque part, même si on râle. Moi, la première, quand j'étais au collège, vous enseignez en Oui, collège, hein, c'est ça. oui, Quand moi on, j'enseigne en collège. quand on nous faisait lire des livres qui nous embêtaient, on se disait, et puis après, finalement, on se disait, mais c'est l'évasion. En fait, comme dès qu'on nous. Complètement. Et ça dépend comment on en parle. Moi, je sais que j'ai enseigné pendant une bonne dizaine d'années au quatrième et j'arrivais à leur faire adorer Les Misérables. Voilà, j'arrivais, la manière dont j'en parlais, la manière dont je parlais de Jean Valjean, de Javert, etc., je voyais la manière dont eux, après, me parlaient de Javert, comme s'ils l'avaient vu la veille et qu'ils avaient envie de lui coller une claque, hein, clairement. Je voyais à quel point ils le vivaient et je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la transmission, ça dépend aussi de comment l'enseignant vit son enseignement, vit son livre. Et je pense qu'on est capable de tout faire aimer aussi si on montre à quel point ça nous passionne, ça nous transcende, quoi. Et moi, j'arrivais clairement à faire aimer Les Misérables. Vous êtes forte. Donc, je vais en revenir à l'oralité, parce que l'oralité, c'est quand même de l'écrit, puisque les concours d'éloquence, donc il y a un sujet qui est donné, on va rappeler ça à ceux qui nous regardent. Donc, il y en a un qui traite le oui et l'autre qui fait le contraire. Oui, le non, voilà. Mais tout ça, c'est de l'écrit quelque part, puisque tout est écrit, on est d'accord. Oui. Pour vous, la question toute simple, c'est qu'est-ce qui est plus fort, l'écrit ou l'oral? Ah, je ne sais pas si j'arriverai vraiment à répondre à cette question. Moi, en tout cas, ce qui est plus fort pour moi, c'est l'écrit parce que quand je fais mes ateliers d'éloquence, moi, je suis une plume. Je suis une femme de l'ombre. C'est-à-dire que pour rien au monde, je me montrais sur cette scène pour aller défendre un sujet d'éloquence. Je n'en serais pas capable. Je serais mortifiée. Au contraire, j'offre mes services à des gens qui sont capables de mettre en lumière les discours. Et ce que j'aime dire à mes élèves, c'est que les discours, c'est la théâtralisation des mots. C'est-à-dire que c'est écrit, mais en même temps, pas tout à fait écrit. C'est-à-dire que là, par exemple, cet après-midi, puisqu'on a le premier tour du concours d'éloquence le jeudi de la rentrée. Donc, avec ma collègue et amie Kim, qui fait l'atelier d'éloquence avec moi, on a travaillé cet après-midi avec nos élèves, quand bien même nous sommes en vacances. Hein. Et on a travaillé justement sur la narratio. Et justement, je leur ai demandé de me la lire, leur narratio, et j'ai chassé avec eux tous les petits mots parasites, les et, les car, les premièrement, les parce que, en leur expliquant que ce qu'il y a de la tenue dans un sujet de réflexion, dans une dissertation, à l'oral, dans un discours, c'est plombant. Au contraire, l'oreille va s'accrocher à ça et on va perdre la beauté du rythme, de l'idée. Donc finalement, pour moi, vraiment un discours, c'est pas tout à fait le mot, c'est sa théâtralisation, c'est sa mise en spectacle. Moi, je suis une bonne romancière, je pense. J'aime aider mes élèves à écrire de bons discours. Par contre, pour rien au monde, je monterai sur la scène pour le faire. Je sens, la marche supérieure, comme l'a fait Marlène, qui était absolument brillante dans ce travail-là, donc pour moi, c'est l'écrit. Je m'arrête là. Je me cache derrière ma feuille et je reste dans l'ombre. La peur, c'est quoi? La peur, non, mais je dirais malgré tout une forme
d'introversion qui reste, de timidité, je ne sais pas comment l'expliquer, de pudeur. Je suis quelqu'un, et pourtant je suis une grande bavarde, mais j'ai un petit voile de pudeur qui fait que je n'arriverai pas à me lâcher complètement, en fait, comme j'ai vu certains de mes élèves réussir à le faire avec brio. Je ne serais pas tout à fait capable de me lâcher sur scène comme je me lâche, en fait, dans mon carnet avec mon stylo. Alors, rappelez-moi, est-ce qu'ils ont le droit de lire ou pas? Non, il faut qu'ils l'apprennent par cœur, c'est ça, ils Non, déclament? non, non. Non, J'en ils ai n'ont pas le connu droit qu'une aussi qui pas? les apprenait par cœur, j'en ai connu qu'une seule, c'était Marlène justement. D'accord. Par contre, ils ont le droit à un pupitre, mais moi je leur explique que plus ils le lisent, leur discours, tous les soirs, plus la mémoire à long terme va s'activer et moins ils auront besoin de leur feuille au final. C'est juste, on va dire, un repos sur le pupitre sur lequel l'élève peut de temps en temps regarder pour prendre un peu confiance, mais plus ils le lisent en fait plusieurs fois par jour, plus en fait le discours s'ancre de lui-même dans leur cerveau. Alors, ce qui est rigolo, c'est quoi rigolo? Je sais pas si c'est le bon mot. C'est que normalement, les mots, c'est censé être pacifiste. Mais là, on a l'impression que les mots deviennent des armes. Oui, Le corps se vêtit d'une armure, puisqu'il y a un rapport au corps qui est un peu spécial, puisque vous dites, le corps est un matériau dans lequel, justement, Karel puise chaque jour, comme si elle oui. voulait s'endurcir et tout ça. Il y a aussi une notion qui est très importante, c'est que vous écrivez que décider pour soi, c'est décider pour les autres. Qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme message derrière cette phrase forte, qui a l'air simple comme ça, mais qui est forte et Alors, je lourde ne de sais sens? plus dans quel contexte j'ai écrit cette phrase, décider Au tout pour soi. début, c'est au tout début du roman, quasiment au tout début. Ah, je pense que c'est quand bah, c'est le moment du départ, lorsque Gisèle prend justement bah, la décision effectivement de quitter ce pays qu'elle aime tant pour protéger sa fille parce que les menaces commencent à devenir fortes. Donc Karel et Gisèle s'en vont. Et effectivement, en décidant pour elle-même, eh bien, elle a décidé pour sa fille. Et c'est pas une mince affaire de se dire, OK, là, je prends la décision du déracinement, j'emmène une petite fille de 8 ans avec moi qui n'a rien demandé et je décide pour elle, finalement. Je vais décider de son destin à sa place. Et ça, c'est quand même une lourde responsabilité. Et généralement, quand on prend ce genre de décision, ça passe ou ça casse. Ça peut devenir quelque chose de formidable, comme ça peut, j'imagine, devenir une catastrophe absolue. Et donc, c'est pas anodin. Et j'imagine que c'est lourd de conséquences parce que on part tout seul, mais quand on part en famille, on décide pour les autres, c'est irrémédiable. Et on influe sur le destin des autres. Et ça, j'imagine que c'est un poids à porter. Alors effectivement, elle a pris cette décision de partir, mais après, j'ai envie de dire que c'est une mère admirable parce qu'elle fait tout pour sa fille. Et moi, Oui, alors, ça ne va rien dévoiler ce que je vais vous dire maintenant. Moi, il y a un passage qui m'a fortement marqué. C'est donc elles sont dans des foyers et donc il y a c'est insalubre, on va le dire ça comme ça. Et il y a une scène où Karel a un cafard mort dans l'oreille. C'est-à-dire qu'elle se réveille, elle n'entend plus, quoi. Elle a un problème oui, et elle sent qu'il y a quelque chose dans son oreille. Et ça, ce passage, il est marquant parce que du coup, le médecin, lui, il devient, il enlève tranquillement, oui, et il ne fait pas cas. Et là, c'est toute la dignité. Le sujet qui est en filigrane aussi dans ce roman, c'est tout ce qui est la la dignité. dignité. Et c'est vrai que ce passage, il est très marquant et on le visualise très bien. Il a été difficile à écrire ce passage ou pas? Moi, il m'a marqué parce qu'il est très lent. C'est un des Oui, passages les plus lents dans ce livre où on est quand même on est dans un rythme assez soutenu. Et là, on a un effet de lenteur. Et le médecin, il est d'une douceur et d'une bienveillance et il comprend tout de suite à qui il a affaire, comment il a affaire, et il n'a pas envie de mettre encore plus mal à l'aise cette femme et sa fille. Et ça, c'est un passage, mais qui est fort. Comment oui. vous avez fait pour écrire ce passage? Alors ça, en tout cas, c'est un passage de pure fiction, Ouais. qui est totalement inventé, hein, de ma part. Mais en fait, j'ai le souvenir d'une émission, en fait, que j'avais vue, où justement, c'était arrivé là, un jeune garçon dans cette émission qui arrivait à l'hôpital et le médecin lui enlevait. Et j'ai le souvenir exactement, moi aussi, de ce médecin qui ne disait rien, qui n'était absolument pas dans le jugement, qui se contentait d'être doux, professionnel, et qui faisait tout dans son attitude pour absolument pas mettre mal à l'aise la famille et ne pas être dans le jugement. Parce que c'est déjà indigne en soi, c'est-à-dire que là, on est témoin de l'extrême pauvreté des gens, de leur extrême fragilité, humiliation, et ça se passe de mots, en fait. Et là, en tant que médecin, il faut avoir l'intelligence, effectivement, de se mettre en retrait, de ne surtout pas mettre un mot là-dessus, parce que c'est déjà amplement suffisant d'être témoin
de l'extrême pauvreté de quelqu'un. Parce que le cafard qui se glisse dans l'oreille, c'est la preuve qu'on vit dans un endroit insalubre et c'est la preuve de notre grande pauvreté. Et donc, effectivement, quand j'ai eu envie de restituer cette scène dans le roman, j'ai pensé à cette scène de l'émission que j'avais vue, je ne sais même plus dans quel contexte, mais j'avais envie de restituer effectivement la douceur du médecin qui fait un pas de côté et qui se dit en son fort intérieur, c'est déjà horrible de devoir exposer aux autres l'humiliation, la nudité de sa situation et de sa pauvreté, sans qu'on se retrouve en face de quelqu'un qui va en plus le dire. Voilà, le dire, ah, bah, je constate que, voilà. Là, je voulais vraiment que lui, il constate la dignité de cette jeune fille qui a parfaitement compris ce qui lui arrive, qui est quelque part sauvée aussi par sa colère, parce qu'elle est en colère de ce qu'elle vit. Et des fois, la colère, elle n'est pas toujours négative. On peut la transformer en quelque chose, pas en violence forcément, mais c'est ce qui nous aide justement. C'est un moteur de dignité, en fait, la colère. Hein, en se disant, ça plus jamais. Ça plus jamais, je me fais la promesse que plus jamais. Et je crois que dans la manière dont j'ai voulu construire ce passage-là, c'est un moment fondateur dans la vie de la jeune Karel qui se dit, mais une humiliation comme ça, plus jamais. Et ça, effectivement, ça n'a pas été forcément évident à écrire, mais j'ai essayé de mettre en tout cas le plus de distance possible. Là, c'est très réussi parce que le contraste entre donc, la violence du fait et la douceur du médecin fait un truc détonnant qu'on se prend en pleine figure alors qu'on ne s'attend pas. Hein. On est en train de lire, alors on lit des choses un peu plus dures, un peu plus... Et là, ce qui paraît un truc simple, on le prend en pleine face parce que c'est très visuel. En plus, on voit très bien. Et on imagine le silence qu'il y a dans cette salle d'examen en plus. On a l'impression d'être dans un coin de la pièce et d'être spectateur et d'avoir ce focus là-dessus. Et c'est ça, le contraste entre la violence et la douceur qui fait que nous, on se prend un truc fort. Le rendu à l'écrit, c'est particulièrement réussi, Céline. Hein, Oui, parce que c'est vrai que c'est déjà quelque chose de très théâtral en soi, parce que moi, dans ma tête, quand je l'écrivais, j'avais vraiment la vision de Gisèle qui fixait cette coupelle, qui, à aucun moment, on avait envie de croiser le regard du médecin, justement, et qui fixait cette coupelle, quoi, et qui se concentrait sur sa fille en se disant, non, je ne croiserai pas son regard, parce que là, c'est trop violent pour elle, c'est une violence trop forte. Donc, effectivement, c'est une scène très visuelle parce que je visualisais, moi, pour le coup, vraiment la maman qui fixait la coupelle. À la fin, il y a aussi un passage très fort. Alors, pas la toute fin, mais parce qu'à la fin, vous retrouverez, donc il y a un avis de lecteur de Céline qui vous explique la rencontre avec Marlène. Et à la fin, vous aurez la chance d'avoir le discours, une partie du discours d'éloquence de la demi-finale. Donc, rien que pour ça, allez acheter aussi le livre parce que ça vaut le coup. Mais il y a une phrase, c'est Karel qui se l'a dit, c'est pourquoi vouloir jouer Phèdre ou Athalie, tu es noir. Ça effectivement, aussi. Oui. Ça, c'est oui. Ça commence à changer. Hein. Maintenant, à la Comédie Française, ça s'ouvre. Ça s'ouvre de plus en plus et tant mieux. Il y a un changement qui s'amorce. Mais ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Et c'est vrai qu'on est encore aujourd'hui parfois perturbé par des discours qu'on peut entendre. Et moi, je vois ça aussi sur les réseaux sociaux. Dès qu'un personnage, qu'on imagine traditionnellement est joué par un blanc, il y a un tollé d'indignation à l'idée qu'une personne de couleur noire puisse la jouer. Et ça, moi, j'ai du mal à comprendre. Alors que l'inverse ne choque personne, et c'est ce que je dis dans le roman aussi. Pendant longtemps, il y a eu des blackface ou des personnages typés qui ont été joués par des blancs, et ça ne choquait absolument personne. Mais alors l'inverse, l'idée qu'un personnage qu'on pouvait traditionnellement imaginer blanc puisse être joué par un noir, alors là, ça soulève des torrents d'indignation. Mais moi, personnellement, une femme comme Phèdre, qui vit une passion destructrice et qui fait d'elle quelque part une meurtrière, avant justement de se donner la mort quand elle se rend compte de ce qu'elle a provoqué, il n'y a pas de couleur de peau là-dedans. N'importe qui peut vivre ça. N'importe qui est en capacité d'aimer, d'être dévoré par une passion non réciproque, d'être dévoré par la jalousie, etc. N'importe qui peut vivre ça. Et je ne vois pas pourquoi, parce qu'à la base, ça a été créé au XVIIe siècle par un homme blanc, je ne vois vraiment pas pourquoi une femme d'origine africaine ne pourrait pas
incarner ce rôle, sachant que les sentiments qu'éprouve Phèdre, toutes les femmes, toutes les femmes sur cette planète peuvent l'éprouver en fait. Donc Et pour les hommes? moi, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de couleur, ça n'importe qui peut jouer des rôles universels comme ça. Je vais rebondir là, vous dites toutes les femmes. Est-ce qu'un homme aussi pourrait jouer Phèdre, justement? Parce que les hommes aussi ont peuvent les sentiments de Je jalousie. pense que les hommes peuvent avoir des passions destructrices et jalouses, hein. Je pense que la passion, c'est quelque chose commune, je crois, à tout être humain et peut parfois nous pousser dans nos faux, dans quelque chose de très mauvais en nous. Ça, c'est évident. On peut imaginer qu'un homme pourrait effectivement se laisser dévorer par sa passion au point de commettre un acte malveillant. Et d'ailleurs, ça arrive, ça. Des meurtres dits passionnels, je déteste ce terme, mais ça arrive. Hein. Alors on parle de Comme si passion et c'était Frédéric apparaît tout de suite. comme, comme si j'ai pas pu résister, comme si c'était une excuse de la passion pour pouvoir Voilà. être Moi aussi, meurtrier. ça me Mais vous gêne savez qu'on que dise. c'était tellement fort cette histoire de couleur que même Othello n'était pas joué par un Oui, noir. c'est ça. Il y a tout un scandale autour de ça, la première fois qu'un acteur noir a pu jouer Shakespeare. Et c'était extrêmement choquant pour des tas de gens, ce qui est quand C'était même un ça. comble. C'était incarné par des blackface, finalement. Voilà. Alors, on a parlé d'oralité et moi, je ne peux pas résister évidemment à ce texte. Donc, vous me pardonnerez parce que je ne l'ai pas travaillé, on va dire. Car elle aime venir en avance sur les plateaux de tournage ou les coulisses d'une scène de théâtre. Elle prend le temps d'observer les lieux, les décors, les petites attentions discrètes qu'on glisse près de la coiffeuse pour elle, car elle aime être parmi les premiers à se rendre sur place, à se mouvoir dans cet univers pour lequel elle s'est battue. Ce soir, à la Comédie Française, elle joue Phèdre, son premier amour littéraire. Ce soir, elle joue Phèdre. Dans sa loge, le nez collé, un bref instant au miroir, elle se souvient du jour où elle en a appris les mots au collège, où, prenant conscience de sa valeur et se lançant pour la première fois dans un concours d'éloquence, elle a lu à haute voix la déclaration de Phèdre à Œnone, cet amour perdu d'avance, cet aveu de honte qui contient en lui-même le meurtre et le suicide. Comment ne pas être ébloui à 15 ans quand les mots tout à coup prennent cette place insoupçonnée qu'ils ne rendront jamais? Car elle savoure le silence des locaux presque vides. C'est le moment choisi, le moment rêvé durant lequel elle calcule les kilomètres parcourus, le poids des êtres et des décisions à prendre, la froideur des nuits où il n'a fallu compter que sur son espérance. Elle aime cette dilatation des heures où les secondes s'égrènent avec lenteur et lui laisse le temps, presque chaque soir, de se dire « Je suis Kareldia, congolaise à l'âme d'argile, au souffle aussi fort que la guerre de mon pays. Je suis un roc, la Seine est ma patrie. » Karel s'installe dans sa loge. Ce soir, elle portera un simple voile de coton blanc parce que Phèdre est la pénitente. Phèdre est l'amant ignorée, la femme perdue, qui se moque d'un joli bracelet au poignet, des robes tapageuses qui frapperaient comme une gifle sa beauté si vaine en cet instant. Elle a ôté les tresses de ses cheveux, elle les veut crépus et presque abandonnés, puisque Phèdre s'abandonne et entache son nom de la plus vile des trahisons, la condamnation de l'homme qui ne l'aime pas, celui qu'elle aurait dû aimer comme un fils et non comme un homme. Car elle se sent prête, elle ne l'a jamais autant été. Elle a la certitude qu'elle va tout donner, qu'elle va pleurer, s'étrangler devant ce public qu'elle a tant espéré, se griffer le visage et le ventre. Elle sait, c'est une évidence, que sa carrière commence. Elle ébouriffe ses cheveux, elle les veut en pleine tourmente parce que la tragédie, quand elle est jouée avec amour et avec précision, est magnifique de chaos. Ça la fait sourire. Elle se souvient avec émotion d'un des sujets d'éloquence à défendre au collège, il y a de cela 10 ans. Y a-t-il de la beauté dans la destruction? Bien sûr que oui. Peut-elle s'empêcher de répondre à haute voix en revivant cette époque cruciale? Bien sûr que oui, prononce-t-elle en se frottant les yeux avec énergie, parce qu'elle les veut humides et gonflés. Elle sera malade sur scène, malade et triste à en crever, ce qu'elle aura à jouer à la fin de la pièce. C'est ainsi qu'elle se veut en Phèdre, qu'elle se voit en Phèdre. Le corps d'une comédienne est le lieu de toutes les souffrances, de toutes les jouissances. Elle a connu les conquêtes difficiles, les jours où il ne fallait compter que sur sa volonté et celle de sa mère pour survivre,
et appelée à vivre. Son corps est un matériau dans lequel elle puise chaque jour. C'est un diamant brut qui la rend unique. C'est son talent, sa force vitale, le choix des mots qu'elle fait naître avec volupté dans sa bouche, habituée à déclamer depuis qu'elle est en classe de 3e. Car elle froisse un peu sa robe légère, son voile de coton blanc, froissé autant que l'âme de Phèdre. Elle s'abîme consciemment et avec tendresse pour les besoins du rôle. En tapotant ses joues, elle se contemple encore dans le miroir et se dit « Je suis Karel Dia, congolaise, enfant de la République, française, éloquente, forte en gueule, que mon courage soit mon talent. » Pour quelqu'un qui n'a pas préparé le texte, chapeau, c'était beau. J'ai un peu buté, mais c'est ce mélange de, je dirais, de vraie vie et de passion de la scène est magnifique. Je crois que mon ex-prof de théâtre aurait adoré vous dire que les mots sont des valises et que chaque comédien les remplit de ce qu'il a en lui en étant la chair du personnage. C'est magnifique. Oui, c'est ce qui c'est ce qui fait que passer sur une scène, c'est pour ça que je vais vous pousser, si un jour vous pouvez le faire, à faire ce qui vous fait peur, parce qu'incarner un personnage, même si vous n'êtes pas sur une scène entourée de 105 000 personnes, ça change la façon d'écrire. Vous le faites déjà tellement bien, d'incarner un Je pourrais en personnage. parler avec 2 comédiens avec lesquels je travaille beaucoup, beaucoup, hein, Dominique et Marianne, avec qui je travaille énormément puisqu'ils… Dominique Blanc? Dominique Jacot, et en fait, ils travaillent avec moi donc à Schiltigheim, ils enseignent à l'école des arts et ce sont deux comédiens qui jouent aussi sur scène, et ce sont 2 grands comédiens et ils seront ravis d'entendre ça. J'en parlerai avec eux. Ah, mais ça change la façon d'écrire. Et d'ailleurs, il y a une Cynthia qui se demande, j'imagine que Cynthia, elle doit écrire, elle se demande comment, apparemment elle vous a lu, comment vous n'avez pas choisi directement d'aller écrire plutôt que d'aller enseigner? Parce que malheureusement, je ne vis pas de ma plume et qu'il faut bien, il faut bien vivre hein, dans la vie. Mais Faut vous bien avez eu payer cet son loyer. instinct-là toute jeune de vous dire vivre de sa plume, ça n'est pas possible, alors je vais d'abord enseigner? Disons qu'effectivement, j'ai préparé l'avenir, peut-être aussi parce que voilà, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, moi je viens d'un milieu très très populaire et assez pauvre, et j'ai quand même du coup les pieds sur terre là-dessus. Et assez vite, j'ai pris conscience qu'il faut quand même avoir les bonnes balises hein, pour vivre correctement, d'autant plus que je suis une maman célibataire et que j'ai 2 bouches à nourrir. Je ne ferai pas n'importe quoi dans la mesure en plus où je ne suis pas toute seule, quoi. Et puis, effectivement, en tant que je ne vis pas de ma plume, il est clair et net que je continuerai à enseigner. Et de toute façon, même si je vivais de ma plume, je crois que je passerai peut-être d'abord par un temps partiel, etc. Mais je n'arrêterai pas tout de suite parce que l'enseignement, pour moi, c'est pas juste parce que j'ai besoin de manger, quoi. Oui, Euh, il y a une je me plais. vocation quand même. Voilà, je me plais en classe. J'aime pas l'éducation nationale hein, pour un tout autre débat, mais par contre, les heures que je passe avec mes élèves, je m'éclate, je me plais. Et je pense que même si là, d'un seul coup, je devenais best-seller et que je vivais de ma plume, ce qui est très, 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 très loin d'être le cas, mais je ne crois pas que j'arriverais comme ça, pouf, d'un coup, à me dire, ah, ça y est, c'est bon, je démissionne. Non, parce que mine de rien, je suis quand même attachée à mon métier. Alors Mais il y a quand même aussi un avantage certain à avoir un métier à côté, c'est que je peux me permettre d'écrire comme j'ai envie, au rythme dont j'ai envie. Je n'ai pas cette pression justement financière, ce qui fait que finalement, je peux m'accorder le luxe aussi de la qualité et de me dire, OK, non, j'ai encore besoin de temps. J'ai pas cette pression-là. Et je pense que tous les auteurs n'ont pas cette chance-là. Il y en a beaucoup qui doivent avoir cette pression de se dire, mince, là, les délais, etc. Au moins, quelque part, pour l'instant, moi, j'ai pas cette pression-là et c'est aussi une chance. oui, c'est un avantage. Pour ceux qui nous regardent et qui ne le savent pas, rappelons qu'il y a
450 000 auteurs en France à peu près, et que 5% vivent de leur plume. Et quand on dit 5%, on va dire que les 2 premiers pourcents font creuser la piscine et que les 3 autres pourcents sont loin derrière. Voilà. Voilà. Et qu'on gagne à peu près sur un grand format 1,80 €, c'est-à-dire 10%. Donc l'auteur étant celui qui gagne le moins dans la chaîne du livre. Voilà, Oui. c'était un petit rappel économique. Voilà. Ne croyez pas qu'on est riche. Et maintenant, je vais vous poser la question que des étudiants m'ont posée, des lycéens, une fois, un jour dans un lycée. On m'a posé cette question magnifique que je vous pose à mon tour. Ça fait quoi d'écrire? C'est comment d'écrire? Alors pour moi, c'est le moment où je peux gérer mon tourbillon émotionnel, en fait. Comme je le disais tout à l'heure, moi, je ne cache pas que je suis atteinte d'un TDAH et je vis perpétuellement, personnellement, avec vraiment une hypersensibilité, un tourbillon émotionnel Vous pouvez énorme. rappeler ce que c'est le TDAH? Oui, c'est les troubles du développement et de l'attention avec hyperactivité. Voilà, petit trouble neurodéveloppemental que dans ma grande bonté, j'ai offert à mon fils. Donc voilà, nous sommes 2 TDAH à la maison. Et pour moi, l'écriture, c'est le moment où tout s'apaise. C'est-à-dire que j'en fais quelque chose de ce tourbillon émotionnel. C'est peut-être pour ça que j'ai peut-être cette facilité à plonger dans les émotions de mes personnages, parce que c'est le moment en fait où je les dompte. C'est le moment où je suis calme, où je suis posée, et je dompte cette espèce de tourbillon là, j'appelle ça Charybde des Scylla, vraiment ce tourbillon là émotionnel que j'ai dans la poitrine. Ça s'apaise, ça se calme une fois que je suis là devant mon écran à faire vivre mes personnages. J'ai pleinement conscience là de mon existence et du fait que c'est le moment où je contrôle. Voilà, je contrôle toute cette hyperactivité émotionnelle de mon cerveau. Tout concorde et se met en place et je maîtrise vraiment ce que je suis, ce que je ressens. Ça vous arrive de pleurer en écrivant ou de rire? Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, souvent. Ouais, ouais. Je vis pleinement, mais tout le temps, hein, que moi, quand je lis, quand je regarde un film, j'ai déjà des personnes qui m'ont dit que regarder un film avec moi, c'est absolument horrifiant. Parce que je vis le livre, je vis le film, moi je suis dedans. Et il paraît que ça peut être assez désagréable. Ou pas? C'est un grand compliment pour un réalisateur, quelqu'un qui se met à rire, à pleurer dans un film. C'est vrai. Alors, votre tout premier choc de lecture, c'est une question de Pierre, celui vraiment où vous avez dit: «Mais moi je veux faire ça aussi». Alors, il y en a eu deux. Un premier choc où j'avais 9 ans et demi, je dirais 9 ans et demi. J'ai découvert ce livre dans ma famille biologique, ce qui était pour moi assez impressionnant puisque j'étais entourée de gens qui ne lisent pas. C'est Dagon de Lovecraft, qui est un auteur que je lis toujours énormément. C'est un grand auteur américain de littérature fantastique. Et j'étais tombée par hasard sur ce livre, à moitié déchiré en plus. Enfin, c'était un vieux truc là, qui traînait dans l'appartement de ma famille biologique. Et je suis tombée sur une phrase qui est toujours restée dans ma tête au moment où le narrateur décrit cette espèce de lac aux poissons, puisque Dagon est le dieu poisson. Et cette phrase, c'était « Ce paysage uniforme et muet m'oppressa tant que j'en eus la nausée ». Je ne sais pas pourquoi, mais je suis restée comme ça dans cette phrase en me disant, je ne sais pas, ça m'a percuté. J'ai relu plusieurs fois cette phrase que je trouvais absolument magnifique, magique. J'avais jamais lu ça, ce paysage uniforme et muet. Ça a été mon premier choc. Et c'est peut-être pour ça que je suis partie après vraiment que dans des choses comme ça, assez qui n'étaient pas du tout de mon âge, hein, puisque j'ai découvert du Bellay. Moi, je sais pas, à 10 ans, je connaissais déjà par cœur La complainte du désespéré. J'avais quand même un petit problème. Et mon deuxième choc littéraire, ça a été à 13 ans, où là, j'ai commencé à aller vers la littérature contemporaine. À la radio, j'avais entendu un titre qui s'appelait Stupeur et tremblement. Je me suis arrêtée, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce titre, Stupeur et tremblement? J'ai toujours été très sensible au titre et je me suis dit, waouh, Stupeur et tremblement. Je ne connaissais rien.
Et je me suis arrêtée sur ce titre. Et en fait, j'ai demandé à ma maman d'accueil à l'époque de me donner un peu d'argent pour acheter le livre. Et j'ai été stupéfaite par cette distance et cette autodérision qu'Amélie Nothomb arrivait à produire de ce texte-là. Il y avait une autodérision. Moi qui étais à ce moment-là en famille d'accueil, empêtrée dans mes problèmes, etc., ça a été un choc pour le coup. Je prenais petit à petit conscience quand même que ce que je faisais, c'était écrire. Et je me suis dit, waouh, je veux maîtriser moi mon écriture comme ça, quoi. Il y avait une telle distance, une telle autodérision avec ses propres souffrances que ça a été un vrai coup de pied aux fesses. Ça a été mon entrée dans la littérature contemporaine, le premier roman contemporain que j'ai lu. Et ça a été effectivement, je pense, la prise de conscience que j'écrivais. Voilà. Alors là, maintenant, on va passer au côté lectrice. Est-ce que vous pouvez faire un conseil de lecture à ceux qui nous regardent? Parce que là, vous avez parlé de vos chocs à vous. Est-ce que vous pouvez conseiller maintenant un livre? Alors, j'ai cherché longtemps. Il y a... J'aime bien, moi, justement, du coup, osciller entre classique et contemporain. Et dans les classiques, moi, je crois que l'auteur qui revient sans cesse en moi, c'est quand même Vercors. On parle beaucoup du Silence de la mer, mais il y a aussi un autre petit bijou que moi, j'ai lu en un après-midi dans un café, qui s'appelle Les animaux dénaturés, que je trouve absolument merveilleux. C'est un petit bijou littéraire qu'il faut absolument lire et qui soulève beaucoup de questions éthiques, justement, sur le rapport de l'homme à son humanité, à ses origines aussi d'humanité. Celui-là, je le conseille vivement. Et un conseil de lecture contemporain, je conseille Gaël Nohan, voilà, qui est apparu le même jour que moi avec le Bureau d'éclaircissement des destins. Je pense qu'elle a lu mon livre en même temps que j'ai lu le sien. Et ce livre a été une claque. J'y ai pensé pendant des jours et des jours. Ce livre est absolument magnifique et je le conseille aussi, là en ce moment. Voilà, je fais de la pub pour ma copine Gaëlle Nohan. C'est chez Grasset et je remettrai les références que vous venez de Oui. citer sous la vidéo. Moi, le mien, il est là, le voilà, Les chemins d'exil et de lumière. Si vous voulez le relire, Céline, vous pouvez le relire, mais c'est très bon, hein, quand même, allez-y. Voilà. Donc, c'est aux éditions Viviane Ami. Un grand merci, Céline, d'avoir été avec nous ce soir pour parler donc de ce lumineux roman. N'ayez pas peur d'aller. Voilà. Et si vous voulez relire Céline sur ses précédents, vous pouvez aller aussi en bibliothèque parce que bon, ça, il faut remonter en 2012, 2014, tout ça. Vous ne trouverez pas en librairie, mais allez aussi en bibliothèque. Nous, on se retrouvera le 21 février avec Marjorie Tixier pour son livre À l'encre rouge qui est paru aux éditions Fleuve. Encore un grand merci Céline, je vous souhaite une belle soirée. Bonne soirée Frédéric et à très vite.